Nous sommes ce samedi 2 novembre 2024 au siège du ministère international La Vie en Abondance en Christ, MIVAC, à la cérémonie officielle de consécration du couple apostolique et prophétique Ahmed et Améline Souano par le général prophète Cherné Totimé de la chapelle constitutionnelle du Christ, CCC. May the hidings be revealed to you. Que le cachet vous soit ouvert. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I consecrate you this day. Je vous consacre en ce jour. In the name of the Father. Dans le nom du Père. And of the Son. Du Fils. And of the Holy Spirit. Et du Saint-Esprit. In the name of the Father. Dans le nom du Père. And of the Son. Du Fils. And of the Holy Spirit. Et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Après plusieurs années de service dans la vigne du Seigneur, en tant que fondateur et leader de MIVAC, Ahmed Souano est officiellement élevé au grade d'apôtre et consacré apôtre de Jésus. Son épouse Emeline Adjoulouvi Souano, ayant été ordonnée pasteur associé de MIVAC, est formellement consacrée prophétesse de Dieu. The apostle is a founder and a leader of MIVAC. The wife is his associate pastor, and they have been in ministry for long. They have demonstrated the qualities that one requires to be called an apostle and a prophetess. Let me tell you something about this couple. Their life is just about sacrificing for souls. Their life is full of sacrificing for the work of God. I will not usually just consecrate somebody, no. I have an integrity to protect, but they qualify. And I was instructed by God to do what I did today. And I believe that their ministries would not be like the past. Once they have been elevated into a higher office, they will obtain a higher spiritual authority. That is how it works. So like Elijah consecrated Elisha and gave him a mantle, I came to consecrate my children. That is it. Le couple apostolique et prophétique Souano s'en réjouit. Tout d'abord, je remercie l'Éternel Tout-Puissant et pour le plan qu'il a pour notre vie, pour ce qu'il a accompli dans notre vie, pour ce qu'il continue de faire. Je lui dis merci et je dis merci à nos papas spirituels qui veillent sur nous vraiment, qui nous conseillent. Vraiment, il fait beaucoup pour nous. Et ce programme, c'est le Saint-Esprit qui l'a révélé. Bon, aujourd'hui, c'est venu à l'accomplissement. Je dis merci à Dieu, je dis merci au Saint-Esprit. Vraiment, c'est une très grande joie pour moi et je suis tellement content parce que ça a été une grande surprise pour moi. Quand Dieu m'a révélé que je devais être élevé et que mon père spirituel, le prophète, le général prophète Cherné Totimé l'a confirmé, aujourd'hui, ça a été chose faite et c'est une très grande joie. Ça n'a pas été facile parce que l'organisation a été très difficile, mais le Saint-Esprit a pris le contrôle. Nous voilà aujourd'hui en joie et je bénis le Seigneur. À leur côté, on pouvait également lire sur le visage des proches, amis et parents présents à cette cérémonie de consécration un sentiment de joie et de fierté. Vraiment, moi j'ai été vraiment très ému parce que mes parents spirituels, ils ont accédé encore à une dimension plus supérieure. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Jésus, car je sais que mon église a changé cette dimension. Et toute personne qui mettra la pied ici doit témoigner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, je suis très émue. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que ce qu'il a dit, il a vraiment fait, il a concrétisé. Que son nom soit toujours glorifié à jamais. Pour cette nouvelle dimension qu'il a mis, il a fait accéder nos pères et mères spirituels.
Je lui dis simplement merci, merci pour tout. Et que cette grâce qu'ils ont accédé, que le Saint-Esprit prenne contrôle et les guide encore davantage, les élève davantage, afin que l'œuvre que Dieu leur a confiée, qu'ils puissent vraiment le manifester, afin que le royaume de Dieu soit vraiment impacté dans le nom de Jésus. Le couple apostolique et prophétique Suano, c'est d'abord des amis, c'est des frères, on se connaissait depuis. Et bon, je garde d'eux le témoignage que ce sont des personnes dévouées à Dieu, très engagées, qui aiment le Seigneur et que le Seigneur a choisi pour sauver les âmes. La cérémonie s'est déroulée comme un culte d'adoration du dimanche avec cependant quelques spécificités, notamment les cantiques de louange et d'adoration, de joie et de consécration au Seigneur. Le couple apostolique et prophétique Suano veut, par leur vie d'obéissance à la parole de Dieu et par leur dévouement, être un instrument utile entre les mains du Seigneur. Ce que nous devons remarquer avant 2016, c'est que la production halieutique globale nous permettait seulement d'avoir 40 000 tonnes de poissons pour couvrir à peu près 24% de nos besoins. Plus de 150 000 tonnes sont importées. Progressivement, après avoir assaini les plans d'eau, après avoir mis en place de dispositifs pour la pêche maritime, la pêche artisanale maritime et autres, nous sommes montés déjà à 75 000 tonnes l'an. Parfois, il y a des années, on a 80, 89 000 tonnes l'an. Mais la moyenne, c'est autour de 75 000 tonnes l'an. Nous devons progresser par d'abord l'aquaculture, l'élevage de poissons. Et pour ce faire, l'État a accompagné les acteurs privés pour avoir de la disponibilité en enlevé. Il s'agit d'abord de faire venir des géniteurs, de les conduire dans des exploitations et puis après de mettre les juvéniles à disposition des éleveurs pour qu'ils les grossissent. Et ça, sur cette question, on a encore mis de la subvention pour que les géniteurs arrivent aux gens à un prix soutenable. Il faut alimenter le poisson. L'aliment de poisson ne se produit pas localement, mais avec des technologies, nous avons pu apprendre aux paysans comment on peut combiner avec la matière première locale pour certains poissons comme le poisson-chat, qui ne demande pas nécessairement que l'aliment soit flottant. Dans son dispositif, il arrive à trouver la boue et il se consomme. Mais pour les tilapias, il faut vraiment que l'aliment soit flottant. Des apprentissages, des équipements sont mis en place pour qu'ils en arrivent là. Mais parallèlement, l'État fait des importations d'aliments, de poissons qu'il met à disposition des producteurs à coût subventionné. Il faut pouvoir maintenir le rythme de consommation et la crédibilité des acteurs qui ont ces marchés-là, car c'est eux qui constituent les frais à l'exécution convenable de ce programme-là par le gouvernement. La troisième chose, c'est au fait, sur la mer, la pêche maritime artisanale, les équipements de pêche doivent être maintenant davantage modernisés et permettent maintenant d'avoir des accessoires qui donnent la possibilité aux pêcheurs de pêcher toute l'année et toutes les saisons. Ça nous permettra d'avoir une bonne diversité et une disponibilité continue en matière halieutique. Vous voyez le port de pêche qui est ici, est en train d'être déplacé et on construit un nouveau port de pêche avec la capacité de loger 400 embarcations et le point de nettoyage, d'entretien des engins hors bord au niveau de nos pêches. Toutes ces choses sont de nature à renforcer, fortifier ce que nous faisons. Un nouveau projet est mis en chantier pour, avant tout, alimenter les intrants aquacoles dont j'ai parlé, mais construire des villages aquacoles, c'est-à-dire des plans d'eau qui sont couverts en cages, financés, alimentés, subventionnés, pour que les gens les exploitent, produisent suffisamment de poissons et les donnent. De toutes les façons, nous réalisons donc ce rêve-là. Aujourd'hui, avec tous les aménagements que nous avons eu à faire, aujourd'hui, la crevette du Bénin a
conquis encore l'espace de l'Union européenne. La crevette du Bénin recherchée. J'ai reçu des opérateurs économiques jordaniens qui veulent bien avoir la capacité de capter tout ce que nous produisons ici en crevettes et exporter dans le Golfe. La crevette est passée, des poissons de qualité sont passés. Et quand vous regardez aujourd'hui les prises par nos pêcheurs, aujourd'hui, c'est meilleur par rapport à il y a 3 ans, il y a 4 ans. L'espoir renaît sur les plans d'eau. Je voudrais dire que le bas parapet d'aujourd'hui, qui est en train d'être intronisé, est un membre de l'Union islamique du Bénin. Et c'est une chance pour la cour royale et pour le palais d'avoir choisi un homme de sa trempe parce qu'il a fait ses preuves au sein de l'Union islamique du Bénin. C'est un homme de sagesse. Et je pense qu'il mettra sa sagesse à l'œuvre et au profit de la cour royale. Parakou, avant d'être une commune, la ville de Parakou est un royaume. Et qui dit royaume dit roi. Et lorsque le roi s'installe, il doit y avoir au niveau de sa cour différentes catégories de personnalités. Et ainsi, vous avez par exemple au niveau des Peuls, vous avez le chef Peul qui est là. Au niveau des Bariba purs, vous avez le bâton Sounon qui est à côté de lui. Au niveau des Wassangari, vous avez le Wassangari Sounon qui est là. Au niveau des Baparapé, vous avez le Baparapé qui est là. L'ancien Baparapé a rendu. Il fallait donc installer un nouveau. Et c'est ce qui a été fait par le choix de celui qui est là actuellement. Et dans les différentes cérémonies, il y a celle-ci qui est la toute dernière, qu'on appelle le Diyaru. Et ce Diyaru est en train de se dérouler aujourd'hui. C'est la sortie officielle du Baparapé. Donc nous allons remercier le Seigneur qui nous a permis de voir ce jour-ci où le Baparapé officiellement est présenté à la population. Et Parakou, comme je l'ai dit, c'est une commune, mais la ville de Parakou a toujours gardé ces reliques-là de royaume. Et vous allez constater que parmi la plupart des communes, Parakou, non seulement est une commune à statut particulier, mais elle a gardé tout ce qu'elle a de traditionnel, tout ce qu'elle a de culturel. Et c'est ça, cette vivacité de la culture au niveau de la ville de Parakou. Première femme noire à diriger les Tories, Kemi Badenoch est désignée ce samedi 2 novembre nouvelle chef du Parti conservateur britannique. Elle succède à l'ancien Premier ministre Rishi Sunak à l'issue d'une campagne dominée par le sujet de l'immigration. Entre héritage culturel nigérian et aspiration britannique, cette politicienne de 44 ans promet de marquer la politique anglaise. Bien que née en 1980 à Wimbledon, dans le sud de Londres, Kemi Badenoch a passé une partie importante de son enfance à Lagos au Nigeria. Elle a grandi dans un environnement privilégié. Fille d'un médecin et d'une universitaire, elle incarne la réussite d'une famille nigériane de la classe moyenne. Dans un Nigeria marqué par l'instabilité sous la dictature d'Abacha, elle a su maintenir des liens profonds avec sa culture Yoruba. Cet héritage continue de nourrir sa vision et son ambition politique. À 16 ans, Badenoch est envoyée au Royaume-Uni, une étape décisive qui marquera son avenir. Forte de ses racines africaines et de son identité britannique, elle se construit une carrière dans un domaine exigeant, d'abord dans la finance, puis dans la politique. Après des études en informatique, Badenoch débute sa carrière dans le secteur financier. Entrée en politique en 2005, Kemi Badenoch rejoint les rangs du Parti conservateur. Son ascension est rapide, avec des premiers postes au plan local avant de s'imposer au gouvernement. Distinguée par son franc-parler et son soutien au Brexit, elle devient une figure notable. Kemi Badenoch incarne l'aspiration des minorités aux positions de pouvoir au Royaume-Uni. Sa nomination est un symbole d'intégration et d'ascension sociale qui inspire de nombreuses personnes dans les enjeux de l'immigration.
C'était il y a 10 ans jour pour jour, le 31 octobre 2014, Blaise Compaoré était évincé du pouvoir à l'issue d'un soulèvement populaire. Descendus nombreux dans les rues de Ouagadougou, la capitale, les Burkinabés protestaient alors contre le projet de modification de la Constitution qui aurait permis à l'ancien chef d'État d'être candidat à la présidentielle après 27 ans au pouvoir. Réfugié par la suite en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré y vit en exil avec sa famille. En juillet 2022, il a pu revenir au Burkina Faso dans le cadre d'un sommet consacré à l'unité nationale. Pourtant, quelques mois plus tôt, Blaise Compaoré était condamné à perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de Thomas Sankara. Il bénéficie d'une protection en raison de sa citoyenneté ivoirienne acquise en 2016. Au Botswana, le BDP, parti au pouvoir depuis près de 60 ans, est sur le point de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois dans l'histoire du pays. C'est du moins ce que déclarent les médias locaux tôt ce vendredi matin après les résultats partiels des élections législatives de mercredi. Les groupes d'opposition ratent au moins 31 des 61 circonscriptions et le Parti démocratique botswanais n'enregistre qu'une seule pour l'instant. Le parti d'opposition de gauche de l'avocat Douma Boko arrive en tête avec 19 sièges. Le dépouillement est en cours et les résultats devraient être confirmés par la commission électorale indépendante plus tard dans la journée. Les analystes prévoyaient une élection très serrée, même avec une opposition divisée qui aurait pu donner l'avantage au camp du président Mogwesi Masisi. Le BDP dirige sans partage ce pays d'Afrique australe de 2,3 millions d'habitants depuis son indépendance de la Grande-Bretagne en 1966. En Guinée, le gouvernement annonce la dissolution de 53 partis politiques. Une décision qui fait suite à une campagne de recensement et d'évaluation lancée en juin dernier par le ministère de l'Administration territoriale. Après plusieurs mois d'enquête, le verdict est tombé. Sur les 174 partis examinés, aucun ne répond entièrement, selon le ministère, aux normes requises. Certains ont été dissous, tandis que d'autres ont été suspendus. Ces formations politiques dans le viseur de l'État disposent désormais de 3 mois pour régulariser leur situation. À défaut, elles perdront leur agrément et ne pourront concourir aux futures échéances électorales. Un ultimatum qui suscite des interrogations. L'annonce de la suspension intervenant à 2 mois de la fin officielle de la transition militaire, beaucoup soupçonnent donc le pouvoir de vouloir faire taire l'opposition, comme cela a été le cas pour plusieurs médias privés très critiques du pouvoir. La mission d'assistance des Nations Unies en Somalie deviendra dès le 1er novembre la mission d'assistance transitoire des Nations Unies. Cette résolution a été adoptée mercredi à l'unanimité par les 15 membres du Conseil de sécurité. L'A3+ a réaffirmé son soutien indéfectible à la Somalie et appelle l'ensemble des partenaires à renforcer leurs efforts de coopération pour accompagner le pays en cette période cruciale. Il est essentiel de continuer à placer les intérêts du gouvernement somalien au cœur de ce processus de transition. Ensemble, nous avons le pouvoir d'aider la Somalie à atteindre des objectifs de paix, de sécurité et de développement durable. La MATNUSOM effectuera 2 phases de transition et s'étendra sur 2 ans jusqu'en octobre 2026. Elle assistera la Somalie dans plusieurs domaines. L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Programme alimentaire mondial, PAM, avertissent d'une aggravation des niveaux de faim à Gaza, au Soudan du Sud, au Mali et en Haïti entre novembre 2024 et mai 2025, dans leur rapport semestriel publié ce jeudi.
Au Soudan, par exemple, la famine a déjà été déclarée dans le camp de Zamzam dans le nord du Darfour. Nous constatons également un risque de famine en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza. Dans les deux cas, les principaux facteurs de cette situation sont liés au conflit et à la violence armée. D'autres zones comme le Nigeria, le Tchad, le Yémen, le Mozambique, la Birmanie, la Syrie ou le Liban souffrent également d'une situation préoccupante, souvent aggravée par des conditions météorologiques extrêmes. Dans les zones où les conflits sont le principal facteur d'insécurité alimentaire et où les besoins humanitaires sont importants, la FAO appelle à garantir un accès immédiat aux populations touchées et à faciliter les actions humanitaires pour venir en aide à ces personnes le plus rapidement possible. Le rapport souligne également une baisse des financements pour l'aide humanitaire, avec des déficits de plus de 75% dans des pays tels que l'Éthiopie, le Yémen, la Syrie ou la Birmanie. Les inégalités économiques et l'endettement élevé des pays en développement entravent la capacité des gouvernements à répondre aux crises alimentaires. Les habitants de la région de Valence se sont réveillés jeudi devant des scènes de dévastation, après de gigantesques crues soudaines qui ont fait au moins 95 morts et ravagé plusieurs communes. Le bilan devrait encore s'alourdir dans les jours à venir, alors que les recherches se poursuivent pour retrouver les nombreuses personnes toujours portées disparues. Il s'agit de la pire catastrophe naturelle en Espagne depuis le début du XXIe siècle. Des épaves de voitures et de camions s'empilent le long des autoroutes et une épaisse couche de boue recouvre les rues, tandis que les militaires espagnols continuent à déblayer les zones inondées. Plus d'1 millier de soldats se sont joints aux secouristes locaux ces derniers jours pour rechercher des corps et des survivants. Dans l'est et le sud de l'Espagne, des milliers de personnes ont été privées d'eau et d'électricité, et certaines zones sont toujours coupées du monde, les routes étant bloquées et les lignes ferroviaires interrompues. Le gouvernement espagnol a décrété 3 jours de deuil national à partir de jeudi, en hommage aux victimes des inondations. Aux États-Unis, à Worthington, une ville du Minnesota, les fidèles de l'église orthodoxe éthiopienne se rassemblent pour une longue célébration de 6 heures. Chaque dimanche, divers services religieux, des messes latino, des cérémonies orthodoxes éthiopiennes ou des prières en carène de l'église baptiste illustrent la transformation de la ville. Désormais, les migrants venus des 4 coins du monde y sont majoritaires. We say this church is very important for the community. Cette église est très importante pour la communauté parce que les gens y retrouvent des costumes, des tableaux, des senteurs qui leur rappellent leur pays d'origine. C'est donc très important. Ils ont alors le sentiment, au moins un jour par semaine, d'être chez eux. En périphérie de la ville, dans les champs de maïs, des réfugiés originaires d'Asie du Sud-Est se retrouvent pour prier et chanter en carène dans cette église baptiste fondée en 1873 par des fermiers suédois. Cette église a 150 ans. Au départ, c'était une église baptiste suédoise, puis les Suédois se sont mis à parler anglais. Puis les Karen sont arrivés. Et maintenant, le pasteur est mexicain. Bref, c'est multiculturel ici. À Sainte-Marie, le révérend Proagnos, d'origine colombienne, et son confrère, le révérend Tim Byron, s'efforcent de rapprocher la communauté latino de la communauté majoritairement blanche. Ce sont des styles de prière très différents, mais nous trouvons des activités qui peuvent nous unir. En préservant la richesse culturelle des communautés de migrants, les lieux de culte de Worthington offrent un espace où ils peuvent retrouver la chaleur de leur pays d'origine. Une frappe russe sur un immeuble résidentiel dans la ville de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, a causé la mort d'un garçon de 12 ans et fait au moins 35 blessés. Les opérations de secours se poursuivent, les équipes s'efforçant de retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Selon les autorités locales, un garçon de 15 ans est toujours porté disparu. Le gouverneur de la région a confirmé qu'une bombe russe de 500 kg avait touché directement le bâtiment mercredi soir.
Juste après l'attaque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a renouvelé ce jeudi son appel aux États-Unis à autoriser l'Ukraine à faire usage des missiles américains de longue portée afin de cibler des bases aériennes en Russie. Kharkiv, ville de plus d'1 million d'habitants, est située à environ 30 km de la frontière russe. Cette proximité en fait une cible vulnérable aux frappes en raison de sa situation stratégique dans l'est de l'Ukraine, proche des lignes de front et des infrastructures militaires.